Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative, qu'elle soit sur le plan local ou national, avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de ce nouveau School TV Le Mag, 3, 2, 1. Égalité de compte à rebours, plus que jamais lancé. La 11e édition du prix jeunesse pour l'égalité approche à grands pas. Un concours pour dénoncer toutes les discriminations. Vite, vite, vous avez jusqu'au 30 janvier prochain. Ça arrive vite. Pour vous y inscrire, les détails avec nos invités dans un instant. Un concours pour dire à haute voix ce que l'on répète parfois un petit peu tout bas, alors que les discriminations sont légion, que ce soit sur le handicap, le genre, l'origine sociale, les gens passent dénoncer, c'est bien, mais quelles actions concrètes et surtout quelles avancées, là aussi, on en débattra avec nos invités. Et puis, Alix, tu nous parles dans ta loupe d'un jeune qui s'appelle Souleymane. Oui, il est aveugle et il raconte son quotidien sur TikTok. Un carton, effectivement, sur les réseaux sociaux. On voit ça dans un instant. Bonjour Juliette Leclésio. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargée d'animation. Vous êtes responsable justement de ce concours Jeunesse pour l'égalité édition 2024. Et Emilia Zambrana-Sejas, bonjour. Bonjour. Vous l'avez gagné, ce prix Jeunesse. C'était en 2021. C'est ça. Avec quel souvenir vous gardez de ce concours ? Donc un lien très fort avec les autres participants et aussi le distanciel qui était obligatoire à cette époque-là. Donc on a réalisé la vidéo à distance, on a réfléchi ensemble par téléphone, par visio, au concept et aux idées qu'on pouvait y mettre. Mais en tout cas, c'était un très bon souvenir. Et vous êtes surpris, j'ai l'impression que vous êtes surprise vous-même. On va revenir sur la genèse, bien sûr, de ce prix Jeunesse Égalité dans un instant. Mais avant cela, quel écho pour cette 11e édition sur le thème de la compétition JO 2024 oblige, forcément. Exactement, tout à fait. Ouais, on essaye toujours... donc le prix Jeunesse pour l'égalité, c'est un concours qui est organisé depuis une dizaine d'années. C'est à la 11e édition. Et on essaie toujours de créer une thématique annuelle là, qui est rattachée assez logiquement, qui est plutôt rattachée à l'actualité. Et donc cette année, on a voulu faire un clin d'œil un peu aux Jeux Olympiques avec la thématique 3, 2, 1 égalité. Est-ce qu'elle est plus challengeante, si je puis dire, cette édition 2024 parce que le thème peut-être pas forcément facile à aborder, le thème de la compétition. Oui, c'est jamais simple à aborder ces thématiques, mais en fait on pense que la compétition des Jeux Olympiques peut faire écho à la compétition tout court dans notre société qu'on peut retrouver dans n'importe quel domaine et donc du coup, voilà, on a vraiment voulu rebondir sur cette actualité pour réfléchir aux parcours, aux différents parcours qui peuvent nous mener à la première place, parce qu'il y a toujours une compétition dans notre société. Et donc, l'idée, c'est de poser la question, est-ce que nos parcours sont tous les mêmes? Est-ce qu'on a vraiment tous les mêmes chances d'arriver au sommet, de parvenir au sommet des différentes premières places qu'on peut retrouver dans nos sociétés. On n'en a pas dit encore, mais comment fonctionne ce concours, Emilia ? Alors donc, moi personnellement j'ai eu l'information donc sur internet et donc je me suis inscrite. Donc on doit être plusieurs participants. Nous on était 4, on s'est inscrit à 4. Après voilà, il faut que ce soit vraiment une idée originale. Et puis en tout cas moi je me souviens qu'en 2021 on avait vraiment eu le soutien de Tristan et Constance. Donc quand on avait besoin, on pouvait les appeler, on leur avait posé des questions donc voilà par rapport aux modalités du concours et ils nous ont vraiment été d'une grande aide. Qu'est-ce qui a motivé la création du prix en 2012 ? Alors, du coup, peut-être que je peux faire une rétrospective complète de l'Observatoire des inégalités, puisque le concours, du coup, il s'inscrit dans des projets de l'Observatoire des inégalités, qui est une association indépendante qui existe depuis une vingtaine d'années, dont le but est de dresser un état des lieux le plus factuel et complet possible sur les inégalités et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et donc, dans cette ambition, on a voulu mettre en place des outils pédagogiques et des projets pour donner la parole aux jeunes sur la question des inégalités. Et donc le concours, il s'inscrit dans le programme plus global qui s'appelle Jeunesse pour l'égalité de l'Observatoire. Et donc du coup, c'est le tout premier axe en fait du programme Jeunesse pour l'égalité qui est né il y a une dizaine d'années et qui est tout simplement un outil assez simple à mettre en place et aussi facilement emparable par les jeunes sur la question des inégalités pour pouvoir. Et justement, dans le cadre de ce prix, le terme inégalité, il comprend quoi ? Les inégalités,
l'Observatoire des inégalités, on traite des inégalités dans leur ensemble. Et donc ça on peut tout à fait s'emparer de la question des inégalités de genre, des inégalités sociales, mais aussi de la question de l'origine, du handicap, etc. Il peut y avoir vraiment beaucoup de sujets qui peuvent être traités. Concrètement, sur le concours, quelles sont les dates clés? On l'a dit, on entre dans la dernière ligne droite si on veut s'inscrire. On ne peut pas le refaire, vous avez déjà gagné. Hein. On va venir. C'est jusqu'au 30 janvier. Quelles sont les dates clés justement du concours édition 2024? Alors, donc les dates clés, le lancement a été fait en septembre, en 18 septembre dernier, et les œuvres sont recevables jusqu'au 30 janvier 2024 inclus. Donc vous avez jusqu'à minuit pour participer. Donc 30 janvier 2024, minuit pour participer, c'est la date limite des candidatures. Après février, se met en place le jury et les délibérations. Combien de projets sont sélectionnés? D'ailleurs, qui peut participer? Ça se fait en binôme? Tout à fait. Minimum. Ouais, c'est ça. Les conditions pour participer, donc c'est un concours qui est dédié aux jeunes. Donc les conditions, c'est d'avoir entre 11 et 25 ans et de se constituer en équipe. Donc de 2 minimum. Après, il n'y a pas de nombre maximum. On peut très bien faire un projet de classe, de 35 personnes sur ce. Vous avez déjà vu ça, ouais? Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et puis du coup après effectivement nous on reçoit 1 millier de candidatures. L'année dernière on a dépassé la barre du millier de candidatures en 2023. Chaque année vous avez le sentiment que ça progresse? Oui, tout à fait, ça progresse beaucoup. L'année qui a vraiment fait exploser les compteurs, c'est Emilia, 2021, c'est sûr. 2021 il y a eu beaucoup de candidatures et 2022 il y a eu une thématique sur les présidentielles. Si j'étais président ou présidente, je ferais quoi pour les inégalités? Et les jeunes se sont beaucoup emparés de cette question. Et là, on a reçu près de 1000 œuvres. Et donc, l'année dernière, on a dépassé le millier. Et en février, donc, effectivement, le jury qui est constitué de membres de l'Observatoire se réunit pour sélectionner une 40aine d'œuvres à peu près, qui donc sont considérées comme les plus pertinentes ou qui portent un message original avec une accessibilité, une lisibilité assez importante. Sous quelle forme, du coup, ces œuvres, on a le choix? Le choix est libre, Emilia? Alors nous, c'était une vidéo, mais il y a aussi des affiches qui sont possibles. C'est ça. Tout à fait, c'est les 2 formats possibles. Et pourquoi le choix de ces 2 catégories précisément? Pourquoi les films et les affiches? On a réfléchi à ouvrir à d'autres formats, notamment des formats audio, parce que les podcasts aussi. Donc voilà, on est toujours en réflexion. On n'est pas du tout fermé à une ouverture. Voilà. Pour l'instant, on est resté sur ces 2 formats qui sont aussi très parlants en fait, tout simplement. On va regarder justement ce que ça avait donné. Souvenez-vous, le projet d'Emilia 2021, ça donne ça. Oh mais lâche-moi! Il est relou! Vas-y, je vais sortir. Allô? Allô? Ça va? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Ça te dit on se voit là? Je vais être honnête avec toi. En ce moment, ça ne va pas fort. Je suis très fatiguée physiquement. Je ne vais pas pouvoir sortir. T'es sérieuse là? Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu et tu veux pas me voir? Non mais ça va, moi aussi je suis fatiguée de ma semaine. Non mais le problème en fait c'est que tu te trouves toujours des excuses. Alors si pour toi avoir une maladie est une excuse, c'est problématique. Écoute, tu es mon ami et tu dois comprendre que je n'ai pas les mêmes capacités que toi pour faire les choses. J'aimerais tellement avoir ton énergie, ne jamais me sentir mal et tout simplement être en bonne santé, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Tu me prends pour qui? Tu le sais tout ça? Mais quand on veut, on peut. Justement, non. Emilia Zambrana, ça vous fait quoi de revoir ces images? Ça me fait chaud au cœur parce que c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps de tout mettre en place. Combien? Le fait que ce soit à distance et donc c'était un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur parce que donc on fait partie d'une association qui s'appelle Vaincre les maladies lysosomales et en fait donc c'est nous qui avons par nous-mêmes trouvé l'information du concours et donc on voulait en fait donc d'une part faire le concours pour pouvoir donner un peu de visibilité à notre association. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait ensemble. Ça a marché. Et ensuite, c'était aussi pour montrer en fait les problématiques du handicap, parce que donc parmi les personnes qui ont fait la vidéo, il y en a qui ont un handicap et donc qui connaissent l'expérience du handicap, mais aussi indirectement à travers les autres personnes de l'association. Et la petite phrase quand on veut, on peut, c'est des phrases qu'ils ont entendues justement.
ces personnes qui en situation de handicap, ouais. Principalement, bon, ça va, quand on veut, on peut. Dans leur scolarité, ou enfin pour le coup des exemples avec des amis, voilà, donc ils comprennent pas du tout en fait parce que ça va pas forcément se voir au premier abord. Que ce soit pour des handicaps visibles ou invisibles, comme on dit. Oui, c'est ça. Du coup pour le coup même visible finalement parce que, enfin quand on le vit pas en fait on se rend jamais compte à quel point c'est difficile. Et l'humour, c'est le levier le plus puissant? C'est le levier que vous avez absolument souhaité utiliser justement quand vous avez fait cette vidéo? Oui, pour nous c'était important parce qu'on ne voulait pas non plus que ce soit quelque chose de déprimant qui montre le handicap du côté vraiment négatif, parce qu'en interrogeant les personnes autour de nous, donc de l'association, on s'est rendu compte qu'en fait elles voyaient ça d'une manière même presque positive en fait, en montrant qu'elles avaient quelque chose en plus par rapport aux autres, voilà, qui leur donnait une plus-value et qui leur donnait de la force dans la vie. L'humour, le jury, il en tient compte, ça? Oui, bien sûr. C'est quoi les critères parce que vous recevez effectivement vous avez dit des milliers de projets et vous en sélectionnez 40, 50. C'est ça. Il y a un gros travail de sélection. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment une tâche ardue de sélectionner 5% des. Juliette, elle prend des forces parce qu'elle sait que fin janvier, c'est parti. Les nuits blanches, c'est parti. C'est ça. Non, c'est très difficile. Il y a des critères objectifs. Il y a des critères objectifs, tout à fait. L'idée, c'est le critère le plus objectif, c'est l'accessibilité, que ce soit une œuvre qui soit assez qualitative pour les vidéos par exemple, d'être lisible, ça puisse rayonner un maximum, voilà, c'est ça, et puisse parler à un maximum de personnes. Ça c'est le critère principal, et après c'est l'originalité du message, la créativité en fait, et ensuite en second plan on s'intéresse aussi à la forme du coup que prend, voilà, mais c'est pas notre premier critère. Pour le coup, c'est ouvert à tous ou les pros sont exclus? Les pros sont pas exclus, mais on leur dit que c'est bien voilà, laisser les amateurs, quoi. Tout à fait. Et puis, comme je disais, voilà, on s'intéresse vraiment au professionnalisme en second plan. Donc, c'est pas du tout un des critères principaux de sélection. Donc, de toute façon, nous, on se penche vraiment sur le message, l'originalité du message et la créativité. Ouais. Tu as parlé du lien effectivement que ça a créé entre vous, Emilia, entre toi et effectivement tous les gens de la bande, j'ai envie de dire, effectivement, et vous avez été sacré, parce que vous avez été lauréat en 2021. Comment vous êtes organisé? Comment vous êtes répartis les rôles? Comment vous avez travaillé en équipe? Ça s'apprend, ça? Oui, parce qu'en fait, ça prend du temps quand même. Déjà, le fait qu'on se mette d'accord, donc déjà qui va dire quoi, quel va être le rôle de chacun. Ensuite, déjà pas l'affiche, mais le format vidéo. Donc, oui, c'est ça. Déjà, il y a une discussion autour de ça, j'imagine. Et après, ça, juste ça. Qui a écrit le séquencier, les scénarios moi, j'ai écrit le scénario, mais avec l'aide des autres personnes qui ont participé à la vidéo. Donc, par exemple, s'il y a des choses qui remontaient de leur expérience ou des expériences dont on a entendu parler. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu aussi donc, le fait que vraiment la prise soit bien faite, de qualité, du bon angle. En vrai, ça a joué aussi, je trouve. Et puis voilà, après, on est tous devenus amis. C'était au final plus de travail que ce que vous imaginiez à la base de réaliser ce court-métrage? Oui, en fait, ça a pris quand même plus de temps que prévu parce que le fait que ce soit à distance déjà, je pense que ça a beaucoup joué. Et puis voilà, que chaque vidéo s'interpose parce qu'il fallait que vraiment on les assemble ensuite et que ça donne quelque chose de plutôt qualitatif. Et tu dirais que cette expérience, elle a renforcé ton niveau d'engagement? Oui, je pense que déjà, ça m'a aidé à peut-être plus m'investir dans l'association Vaincre les maladies lysosomales. Et en fait, déjà, le fait qu'on ait un lien plus rapproché avec les autres membres, ça nous a permis, entre nous, de proposer de nouvelles actions. Voilà, donc, oui, quelque part, tu deviens ambassadrice, en fait. Oui, je pense que oui, cause. Ça a joué beaucoup. Parce que en fait, par exemple, après on a présenté la vidéo aux autres membres de l'association, etc. Donc oui, je pense que ça a eu un grand impact. Avec un peu de recul, qu'est-ce que ce concours t'a apporté? Au-delà du lien avec les autres membres, est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que ça t'a conforté dans tes choix pro? Aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais chargé de mission pour la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment sur les questions de handicap. Oui, justement, donc ça m'a ouvert des portes. Donc déjà au niveau intellectuel et au niveau de mes intérêts, en fait, ça m'a vraiment porté sur la question des inégalités. Donc dans mon choix professionnel, en fait, donc là, ça fait quelques mois, donc j'ai commencé mon premier job. Et en fait, au niveau du choix, donc j'ai eu plusieurs entretiens et notamment un. Donc avant d'accepter mon poste actuel,
qui était dans une entreprise en fait, donc avec beaucoup de responsabilités, etc. Donc c'était quelque chose qui à première vue m'intéressait beaucoup. Et en fait, j'ai eu la chance finalement de faire une immersion qui m'a fait prendre conscience que vraiment c'était très 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 loin de mes idées, qu'il fallait en fait entre guillemets un peu malmener les personnes qu'on devait manager. Et pour le coup, je trouve que ça crée des Tu faisais quoi en fait, le job auquel je postulais, en fait, c'était de... Attention, elle va te demander le nom de la boîte aussi. Hein. Non. Je connais, attention, c'est la question d'après, je te dis. C'était en fait de s'occuper d'une équipe de 20 à 30 personnes. Donc ils faisaient des métiers assez manuels, donc que je trouve assez difficiles. Et donc déjà d'une part c'est difficile, ensuite les horaires étaient difficiles, mais c'était pas ça qui me dérangeait, c'était vraiment le fait qu'il fallait être très ferme, mais pas seulement ferme. Et tu veilles au grain et que... Ouais, voilà, c'est ça. Moi je trouvais que c'était un petit peu excessif quand j'ai vu comment, grâce à l'immersion, j'ai vu comment ils se comportaient et que c'était ça qu'on attendait de moi. Donc, pour moi, c'était vraiment impossible de m'intégrer dans ça. Juliette, on l'a dit, ce concours, c'est un porte-voix. C'est aussi un tremplin. Eh ben, vous avez des retours des lauréats ou même de ceux qui n'ont pas gagné? L'année précédente, du coup, pour la 10e édition, on a fait appel justement, on a fait un appel aux anciens lauréats et anciennes lauréates pour se constituer en jury, pour faire partie en fait du jury qui était initialement juste composé de membres de l'Observatoire. Donc depuis l'année dernière, des jeunes se sont engagés et Emilia en fait partie pour du coup décerner aussi leur jugement aux œuvres des lauréats, des finalistes actuels. Et du coup, on a eu des retours à ce moment-là lors de la cérémonie, notamment de l'année dernière, où du coup, vous avez pu prendre la parole sur ce que ça vous a apporté. Il y a d'autres Emilia, du coup, dans la famille Prix Jeunesse. Ça vous a conforté notamment dans vos choix professionnels. Ça devient une famille, au final, ce Prix Jeunesse pour l'égalité? C'est ce qu'on essaye de constituer. Oui, avec un réseau et de l'entraide, la solidarité derrière? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on espère pouvoir mettre en place là à partir de maintenant pour les années à venir. La solidarité, les réseaux sociaux et le handicap, c'est tout de suite dans la loupe d'Alix Nguyen. Alix, tu nous parles aujourd'hui d'un petit garçon aveugle, 7 ans, dont le quotidien cartonne, mais alors cartonne sur TikTok. Oui, il fait sensation. Les vidéos publiées depuis le compte de sa maman Yamina ont cumulé des centaines de milliers de vues. Yamina a une ambition claire, montrer que malgré son handicap, la vie de Souleymane est tout à fait comparable à celle de ses pairs, que ce soit à la natation, au foot, au cécifoot plus exactement, ou pour effectuer des tâches de la vie quotidienne. Souleymane démontre que rien n'est impossible. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale. On va vous montrer comment on fait du vélo. C'est parti pour le démarrage. Les amis, la vérité, quand on fait du vélo et quand on est aveugle, c'est pas facile. Moi, je vous montre les bons moments, mais il y a aussi des moments où je tombe, où je me fais mal, où je suis triste. Comme là, par exemple, je suis un petit peu montée sur le trottoir. Oui, et là, en fait, il y a un virage qui va vers la droite. Je tourne pas complètement, mais pour en arriver là, je me suis beaucoup entraînée et fait confiance à mes parents pour me guider. Un peu vers la droite, Soussou. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes en situation de handicap? Oui. C'est quoi? Je vous donne tous de la force. Ah bah merci, Soussou. Let's go. Et dès la première vidéo postée, Yamina reçoit un paquet de messages des personnes s'interrogeant sur le handicap de son fils. Elle s'aperçoit alors que ce compte peut être d'utilité publique. Depuis, elle poste régulièrement et toujours avec l'idée de montrer des choses positives. Nombreux sont aussi les parents dont les enfants sont également aveugles, qui lui ont fait part du réconfort que lui ont apporté les vidéos, mais surtout de l'espoir quant à l'avenir de leur enfant. Le message principal de ce compte est clair, ne pas imposer de limites aux enfants, quel que soit leur handicap. Souleymane lui-même est conscient des choses qu'il peut ou ne peut pas faire, tout comme de certaines activités où il excelle particulièrement, notamment grâce à ses sens développés comme le toucher ou l'odorat. Selon sa maman, ces vidéos aident Souleymane à gagner confiance en lui. Aucune pression n'est imposée. Yamina et Souleymane publient uniquement quand l'inspiration leur vient.
Ça pourrait faire partie du concours ou il faut que ce soit joué, il faut que ce soit écrit effectivement, comme on l'a vu avec les précédents lauréats. Quelles sont les limites? Qu'est-ce qui est dit dans le... Ça reste ouvert ou... En fait, du coup, ce que dit Souleymane, en tout cas dans la vidéo, qui je trouve pourrait un peu rentrer dans ce qu'on essaye de mettre en place aussi, c'est tout ce que... En disant que malgré le fait de faire une vidéo en montrant qu'il peut faire du vélo et que voilà, qu'il y a cette possibilité de dire je vous montre pas tout, il y a des fois où je tombe, il le où précise, je me fais mal, etc. Il y a les bons, mais il y a aussi les mauvais moments. Voilà, c'est ça. En fait, le projet Jeunesse pour l'égalité, c'est un projet où on essaye de mettre en place une sorte de ligne de crête entre ne pas rentrer dans le déterminisme social, mais en même temps ne pas rentrer dans le quand on veut on peut, etc. De vraiment trouver un entre deux. Une forme de pression aussi. Voilà, tout à fait. En fait, cet ultra positivisme. Tout à fait. Et qu'on peut retrouver aussi sur les réseaux sociaux, ça c'est certain. Et donc oui, c'est vrai que du coup, ce qui est important, c'est de trouver ce juste milieu entre oui, il est possible, tout le monde est capable de faire des choses, mais que en même temps, il y a des limites sociales parfois auxquels on peut être confronté, des obstacles. Voilà. Emilia, elle t'inspire quoi, Souleymane? C'est vrai qu'il arrive à faire quelque chose de positif de son handicap, mais comme il l'explique, voilà, ça doit pas être facile tous les jours, mais en tout cas, c'est pas parce qu'il a un handicap qu'il n'est pas capable de faire de grandes choses. Est-ce que vous avez des retours des parents sur ce concours? Est-ce qu'ils sont moteurs, justement? Est-ce qu'ils encadrent un petit peu bien leur progéniture, leurs enfants? Comment ça se passe? Vous êtes en lien avec eux ou pas forcément? Oui, tout à fait. En fait, ce concours, il est souvent emparé par plutôt des professionnels de l'éducation, donc des enseignants, des enseignantes ou des animateurs, animatrices socioculturelles qui, du coup, vraiment encadrent les jeunes dans toutes les phases du projet. Et du coup, une fois qu'on a sélectionné donc la quarantaine d'équipes finalistes, ces équipes finalistes sont invitées à une cérémonie qui se déroule à Paris. Et lors de cette cérémonie, qui est un moment très très fort autant pour les finalistes que pour nous finalement, il y a des moments d'échange et de rencontre. Et à ce moment-là, effectivement, on rencontre les accompagnateurs et accompagnatrices. Il y a 2 cérémonies, je crois, si je ne m'abuse, c'est ça? Enfin, il y en a une où on annonce les sélectionnés, c'est ça? Et l'autre, c'est les lauréats qui sont célébrés? Alors, c'est dans la même journée. Voilà. Et cette année, ça va prendre une forme un petit peu différente, mais c'est une même cérémonie, c'est la même journée. D'accord. Et c'est vrai que du coup, cette année, il y a des partenaires historiques et il y a des accompagnateurs et accompagnatrices historiques aussi, des professeurs qui viennent, qui s'emparent du concours depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on l'a réalisé en fait là ces dernières années. Et on voudrait les mettre à l'honneur aussi parce que c'est en fait ces professionnels de l'éducation qui sont en premier plan aussi sur la lutte contre les inégalités à l'école tous les jours. C'est les premiers témoins, ils sont première loge. Tout à fait, voilà, et qui du coup récoltent la parole des enfants, des jeunes sur tout ce qui peut leur arriver dans la vie, tous les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés. Et donc c'est vrai que du coup on est super fiers de pouvoir les accompagner à notre échelle, ponctuellement, mais sur ces questions, quoi. Alors, vous les accompagnez, on a bien compris, mais qui vous accompagne? Est-ce que vous avez le soutien aujourd'hui de certaines villes, du département, de la région? Comment ça se passe? Tout à fait, oui, tout à fait, merci. On a plusieurs partenaires historiques. Les partenaires les plus historiques sont l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et la ville de Paris, qui nous soutiennent depuis 2015. D'accord. Et depuis 2017, il y a la région Centre-Val de Loire qui nous soutient également. Et depuis l'année dernière, on a le département de Loire-Atlantique, la ville de Nantes, la Fondation de France également, et l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale. On a dit effectivement que votre concours, c'est un bien joli porte-voix effectivement pour dénoncer toutes formes de discrimination. Qu'en est-il des réseaux sociaux, Emilia? Est-ce que c'est un outil aussi puissant pour dénoncer aujourd'hui? Oui, évidemment, c'est un outil très important. Et d'ailleurs, les vidéos et les affiches sont relayées sur les réseaux sociaux.
Et quelles actions, parce qu'une fois qu'on a dénoncé, c'est bien et c'est important, quelles actions on peut mettre en place ensuite justement pour qu'il y ait un véritable impact? Où se fait le travail? Après, il y a une certaine forme de lobbying auprès des politiques? Comment ça se passe? Nous, on ne fait pas de plaidoyer auprès des politiques aujourd'hui. C'est le travail des lauréats, ça. C'est en tout cas, pas directement, mais en fait, toutes nos productions, et du coup, les productions des jeunes dans le cadre du concours, nous servent, nous, aujourd'hui, pour des actions de sensibilisation dans les écoles. Les affiches sont constituées en... Certaines des affiches, depuis que le concours existe. Depuis 2012, font partie d'une exposition qui est prêtée aux établissements qui en font la demande gratuitement, qui donc peut servir d'outil de sensibilisation aux inégalités et du coup aussi encourager les jeunes à porter leur voix aussi sur la question des inégalités. Et de manière plus générale, à l'Observatoire, on produit des rapports sur les inégalités et les discriminations. Le dernier rapport en date, c'est le rapport sur les discriminations qui vient de sortir. Et vous arrivez à être positif ou optimiste, ou ça reste très compliqué au vu des chiffres? Que dit ce rapport? En fait, nous, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour dire tout le temps que ça va mal. On peut aussi dire quand les choses vont bien. Et en l'occurrence, sur la question des discriminations, je pense par exemple aux discriminations à l'embauche des femmes, qui est pratiquement nulle aujourd'hui, en tout cas qui se réduit fortement. La question des inégalités entre les femmes et les hommes se réduit aussi. Donc il y a quand même des exemples qui sont positifs. Malgré que tout ne soit pas merveilleux, bien sûr. Emilia, tu fais quel constat, toi, et je sais que c'est les questions que tu affectionnes sur le thème du handicap, l'inclusion? On fait souvent des émissions chaque semaine avec Alix concernant l'inclusion en France. On a quand même le sentiment qu'on est en retard, même s'il y a pas mal de choses qui vont dans le bon sens, mais on a quand même toujours le sentiment que ça va très doucement. Quel est ton sentiment, toi, qui est au fait du terrain? Alors, moi, ça va être plutôt par rapport à l'emploi que je vais avoir des informations autour de moi. Donc, les personnes qui vont avoir des handicaps vont avoir du mal à trouver un emploi. Donc en ce qui concerne les ESAT, par exemple, c'est vraiment compliqué de trouver des places. Et donc, c'est surtout à ce niveau-là que c'est compliqué pour les personnes de vraiment s'épanouir. Quelle place pour la solidarité aujourd'hui en 2023, bientôt en 2024 en France? Est-ce que la solidarité, au final, c'est le maître mot, Juliette? Oui. Pour faire face à toutes ces discriminations, que ce soit le handicap. Nous, c'est ce qu'on encourage, en tout cas, comme message. En fait, dans le cadre du programme Jeunesse pour l'égalité, on fait aussi des actions de sensibilisation en milieu scolaire et extrascolaire. Et c'est le message qu'on porte la plupart du temps. Ils ressemblent à quoi, ces ateliers? C'est des ateliers donc c'est un outil pédagogique qui existe depuis 2021, qui s'appelle le Monopoly des inégalités. Donc les participants et les participantes sont invités à incarner des personnages et jouer au Monopoly, sauf que leurs personnages n'ont pas les mêmes caractéristiques sociales, ils appartiennent à une classe sociale particulière qui va déterminer un salaire et un patrimoine qui ne sera pas le même en fonction du personnage qu'ils incarnent. Et donc, ils se mettent dans la peau d'une personne qui va subir plus ou moins d'inégalités et de discrimination en fonction de son parcours, en fonction de comment il va avancer sur le plateau. Et donc ça nous sert à essayer de qu'on fasse une émission avec là-dessus, c'est super. Tout à fait, oui. En tout cas, ça nous sert à justement poser un cadre de discussion autour de la question de la lutte contre les inégalités. Et donc le débat qu'on porte, encore une fois, c'est la ligne de crête entre quand on veut un peu le déterminisme social. On informe sur les inégalités, mais on essaye de leur faire comprendre aussi qu'au-delà des inégalités, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place et ils peuvent être acteurs de changement pour réduire ces inégalités-là. Et un des facteurs de changement, c'est le vivre ensemble, la solidarité aussi, qui du coup permet de réduire tout ça. Est-ce qu'il y a des projets lors de ce prix Jeunesse pour l'égalité sur la scolarité des personnes parfois en situation de handicap? Tout à fait. Le handicap est un des thèmes majeurs utilisés créés par les jeunes lors du concours. Et notamment l'école. Donc du coup, effectivement, en fait, c'est des choses auxquelles ils sont confrontés directement. L'année dernière, par exemple, je pense à un petit garçon qui avait une maladie. J'ai peur de dire des bêtises. Je me souviens plus de son handicap exactement, mais ils ont fait une vidéo justement sur
voilà, il a des différences, mais il faut, voilà, si ah oui, toi, la tu étais dyslexie, je crois, non? La C'est pas ça dyslexie, ouais. merci, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est donc voilà, il est dyslexique. Toi, si ça t'arrivait, t'aimerais pas qu'on te traite de cette manière, donc traite-le comme ton semblable, etc. Donc il y avait vraiment un message un peu de vivre ensemble, de paix aussi dans cette vidéo qui était super, touchante en fait. On a hâte de découvrir les futurs lauréats. Ça va vous rappeler des souvenirs. Vous serez dans le jury cette année ou pas? Ah bah peut-être. Ah, bon, je n'impose rien, je ne mets pas la pression. Juliette Leclésio, un grand merci. Vous êtes bien sûr responsable de ce concours Jeunesse pour l'égalité édition 2024 et Emilia Zambrana-Sejas, lauréate de l'édition 2021, avec bien sûr, on l'a vu, ce très beau court-métrage. Quand on veut, on peut, jusqu'au 30 janvier, hein, c'est ça les inscriptions? C'est ça, tout à fait. Et 2024. on connaîtra les lauréats. Fin février et début mars, voilà. Tranquille, parce qu'il y a quand même de plus en plus de projets. Merci infiniment, mesdames, d'être venues nous voir. Merci Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.